Kilomètre Zéro, un podcast qui explore la mobilité post-Covid, présenté par Francis Demoz. Si la crise sanitaire que nous traversons ébranle notre quotidien, elle interroge aussi sur ce que signifiera être mobile demain. Quelles conséquences sur nos déplacements et plus largement sur notre manière de vivre? Sommes-nous au kilomètre zéro? C'est ce que nous allons ensemble explorer dans cette série d'entretiens. Bonjour Sylvain Grézeau. Bonjour. Vous êtes urbaniste, maître de conférences associé à l'Université de Nantes et nous allons avec vous nous intéresser à la ville, à la manière de la vivre, de s'y déplacer et de l'habiter. Vous questionnez depuis longtemps la façon de faire la ville. La crise sanitaire que nous venons de traverser aura-t-elle selon vous des impacts sur l'urbanisme de demain ? Sans doute, enfin en tout cas faut l'espérer. Espérer qu'elle ait des impacts, encore faut-il qu'on arrive à collecter un peu sérieusement finalement des apprentissages qu'on peut avoir de ça. Alors crise sanitaire, oui, déjà sur la question de la santé dans la ville, sur la question d'une ville qui serait aussi favorable à la santé, la place de l'hôpital, la place des soignants, etc. Mais aussi au-delà de la crise sanitaire, les choix qu'on a fait, notamment de confinement, ont eu des impacts sur nos modes de vie et puis génèrent aussi sans doute beaucoup d'opportunités d'apprentissage pour que derrière on fasse la ville, si ce n'est autrement ou en tout cas radicalement, en tout cas qu'on apprenne et qu'on évolue là-dessus. Parce que les relations, c'est vrai, entre la ville et la santé, les liens entre l'urbanisme et la santé, on le voit, l'évolution des villes, c'est souvent fait au rythme de crise sanitaire. Donc on peut imaginer qu'il y a là des embryons de changement. Alors, sans doute, enfin, l'urbanisme est même sans doute avant tout finalement une discipline qui est associée à l'hygiénisme et donc à la santé historiquement, c'est-à-dire le fait d'organiser la ville plutôt que de laisser faire une ville spontanée, donc avoir à la fois du plan, une projection, une forme d'organisation, des formes de normalisation. C'est le cœur de l'urbanisme, ou en tout cas de l'urbanisme historique, et on le retrouve aujourd'hui quand on travaille dans des secteurs dits informels, en tout cas qui n'ont pas été désorganisés. Qu'est-ce qu'on commence par faire? À poser les infrastructures sanitaires. Quand on commence à intervenir dans un bidonville, première des choses qu'on fait, c'est premier acte. C'est l'assainissement collectif, etc. Moi, ça a été mon premier boulot d'urbaniste, ça a été de construire des toilettes dans des bidonvilles de l'océan Indien. Ça amène une vision assez modeste de ce qu'est l'urbanisme, modeste et en même temps absolument fondamentale. Donc on revient quelque part aux fondamentaux. Enfin, si on a une ville qui n'est pas porteuse de santé, on n'a pas de ville du tout, et ce serait un contresens. Alors après, cette crise sanitaire-là, ce serait aussi un contresens de dire que c'est la ville et notamment l'image de la ville dense qui a amené la maladie et le virus, puisque c'est pas ce que nous apprennent aujourd'hui. Alors même si c'est dit souvent, et derrière l'idée de l'échec d'une ville dense, il y aurait l'idée d'une revanche de la campagne. Je pense qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là à tirer ces conclusions-là. Et aujourd'hui, on n'a pas d'identité directe entre la question de la densité de la ville en tout cas et la présence du virus, puisqu'on a des villes extrêmement denses comme Singapour ou Hong Kong qui pour le coup ont eu des parcours relativement favorables. Et si on compare par exemple San Francisco et New York, qui a eu des parcours complètement différents par rapport à la présence du virus dans la ville, alors qu'on est sur deux villes denses américaines. Donc densité n'est pas égale virus. Si on veut avoir des débats intéressants, je pense qu'il faut partir de là. D'accord, mais après, qu'est-ce qui pourrait de la crise qu'on vient de vivre émerger en termes de nouvelles modifications, nouvelles transformations de la ville? Parce qu'on nous dit beaucoup que la ville de demain ne ressemblera plus à la ville d'il y a 3 mois. Vous y croyez, vous, à ça? Alors, on parle beaucoup du jour d'après ou du monde d'après. Alors, moi, j'ai un scoop, c'est que le monde d'après, en fait, c'est le même. C'est le même que celui d'aujourd'hui. Et il se trouve que la ville, elle est longue à changer. Elle est longue à construire. Elle est encore plus longue à changer. On a un rythme de transformation qui est long. Alors, ça veut pas dire qu'il y aura pas de changement, mais ça veut dire que c'est des évolutions qui prendront du temps.
Hein. Pour moi, il y a plein de sujets. Hein. On a beaucoup parlé du rapport à l'emploi, aux mobilités, la place du vélo, etc., etc. Peut-être un sujet fondamental qui est le retour des prises de conscience. Enfin, moi, j'ai quand même le sentiment qu'on est plutôt sur des tendances qui ont été accélérées que des transformations radicales qui auraient émergé non seulement de la pandémie, mais surtout du confinement. Hein. Vous avez une vision quand même assez radicale de la manière de faire la ville. Vous remettez quand même en cause les modèles de ville qu'on connaît, les modèles existants. Vous proposez de reconstruire la ville sur la ville. Alors, dans un manifeste intitulé « Pour un urbanisme circulaire », vous proposez des alternatives à l'étalement sans fin de la ville. On va y venir, vous allez nous expliquer. Mais déjà, qu'est-ce que l'urbanisme circulaire ? Alors alors déjà c'est ni un modèle ni un concept, hein. C'est plus une clé de lecture. C'est l'adaptation du concept d'économie circulaire à la fabrique de la ville. Pour moi, c'est ça l'urbanisme. C'est pas tant une discipline qui viendrait regrouper des professionnels de la profession et un savoir scientifique, mais plutôt une pratique. Voilà, c'est le processus de fabrication de la ville. Alors, l'économie circulaire, c'est souvent lié à la matière première, hein, l'économie de matière première et d'énergie, et l'idée qu'on peut avoir des boucles plutôt que de venir de façon permanente consommer des ressources, du pétrole ou de la matière première qui sortir du sol. Là, c'est une transposition de cette image-là, en fait, à la fabrique de la ville, dont une des matières premières, mais en tout cas celle qui m'intéresse, c'est le foncier. Hein, c'est la place, le sol autour de la ville. Donc le sol, mais pas dans sa matérialité, pas la terre, mais le sol comme unité d'espace, unité d'occupation. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire et ce qu'on fait très bien depuis une 50aine d'années, c'est finalement faire du neuf en étalement. C'est-à-dire, on sait quand on a un nouveau besoin urbain, construire en périphérie des villes existantes, et ça a pléthore d'impacts, notamment en termes de mobilité induite, donc d'émissions de carbone, mais aussi d'impact sur les milieux, puis impact sur notre capacité à produire de la nourriture, hein, impact sur la surface agricole qui est absolument massive. Hein. On est autour de 30 000 hectares par an qui sont consommés essentiellement de sol agricole en France. Donc c'est vraiment des surfaces importantes, et puis une fragmentation sociale. Il y a un impact aussi pour nos façons de vivre. Voilà, c'est l'explosion du périurbain, avec ce qui veut dire aussi d'exclusion d'une partie de la population, notamment du cœur des métropoles. Concrètement, ça passe par quoi cet urbanisme circulaire, pour bien comprendre ? Alors concrètement, ça passe par des choses qu'on fait déjà. Hein, donc ça n'a strictement rien de neuf, et ça vraiment je le revendique, j'ai strictement rien inventé. On fait déjà. Le problème, c'est que ce qu'on fait, c'est souvent le travail de pionnier, c'est le fait de projets exceptionnels, voilà, qui sont d'ailleurs souvent mis en avant parce qu'ils sont exceptionnels, c'est des fameux démonstrateurs, des expérimentations, etc. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de passer finalement des projets exceptionnels à l'échelle. Voilà, passer à l'échelle. Alors c'est pas industrialisé parce que ça on saura pas le faire, mais c'est vraiment massifier ces démarches-là. Concrètement, c'est quoi ? C'est intensifier les usages de l'existant. C'est la première des boucles, le plus simple, c'est faire plus avec ce qu'on a déjà. Est-ce qu'on a autour de nous des bâtiments qui sont vides ou mal utilisés ou peu utilisés ? Énormément. On a plein de places, que ce soit dans les bâtiments publics ou privés, que ce soit des salles de classe qui sont pas utilisées le week-end, des restaurants universitaires ou d'entreprises qui ne sont utilisés qu'entre midi et 2. Tout ça pourrait sans doute, en s'organisant différemment, avec finalement très peu de changements, très peu d'investissements, bénéficier de plus d'usage. Hein. C'est l'idée de faire plus avec moins, donc d'éviter de construire. C'est peut-être la meilleure façon de faire la ville, c'est d'éviter de construire. La deuxième boucle, c'est transformer l'existant, que ce soit transformer l'organisation urbaine, venir densifier, venir construire dans des dents creuses, exploiter les potentiels des friches qui sont immenses. On n'a même pas de recensement aujourd'hui des friches en France. Donc on n'a même pas la donnée. Et quand on cherche, à chaque fois qu'on cherche sur un territoire, on trouve beaucoup d'espaces à la fois en friche, mais sous-occupés, qui sont densifiables, etc. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. À chaque fois, on réalise qu'on était finalement assis sur un tas d'or. Et puis la troisième étape, c'est des logiques de recyclage. Donc plus lourd. Là, c'est passer par des cycles de démolition-reconstruction. On voit bien,
plus la boucle est large, notamment la troisième boucle, plus elle va être pénalisante en termes de consommation de matière et de foncier. Mais dans tous les cas, c'est des alternatives à l'extension de la ville et à tous ces impacts. Donc c'est juste ça en fait. C'est beaucoup ça. Mais sur cette troisième boucle, peut-être un exemple précis sur la requalification, la transformation. Oh, on en a énormément. L'image d'Épinal, l'image classique, et c'est pas la plus simple. C'est les friches industrielles. On a eu une transformation de l'ossature industrielle en France. Alors dans certains territoires connus, identifiés, comme autour de Lille par exemple. Enfin, Lille est une métropole industrielle qui aujourd'hui a finalement une part d'emploi industriel qui est inférieure à la moyenne des métropoles françaises. Donc on a eu une désindustrialisation massive avec des espaces qui ont été de fait abandonnés, qui ont plus d'usage. Donc là, on a des cycles de déconstruction de bâtiments, de dépollution des sols, parce que souvent on a eu des activités industrielles polluantes, etc. Donc ça, c'est des grosses unités. On en a aussi un peu partout. Ce qu'on voit moins, c'est finalement d'autres friches, y compris les friches de l'avenir. On sait aujourd'hui qu'on a un certain nombre de zones commerciales en périphérie des villes qui sont en perte de vitesse. Et qui vont perdre leur usage, parce qu'on a une transformation de la consommation et de la distribution, et ça va avoir un impact comme ça a déjà eu lieu aux États-Unis, et donc c'est les friches de demain. C'est un exemple des friches de demain. Donc cet urbanisme circulaire, si je comprends bien, il n'est pas juste réservé aux grandes métropoles, c'est vraiment une réponse aussi à l'enjeu et aux défis du périurbain dont on parle beaucoup en ce moment. Alors clairement, il y a chacun a son rôle dans cette idée-là. C'est pas un modèle de la métropole tertiaire dynamique, pas du tout. C'est pas un modèle, c'est juste j'ai envie de dire un réflexe sain de se dire avant de consommer du sol agricole avec tous ces enjeux, je vais déjà regarder si je peux faire plus dans le périmètre de la ville existante. Alors en effet, dans la métropole, ça se transforme dans ce qu'on connaît, c'est-à-dire ces phases de recyclage, la densification, etc. Mais le périurbain est extrêmement concerné. Aujourd'hui, le logement individuel dans le périurbain fait partie des espaces les moins bien utilisés. C'est-à-dire qu'on a un taux de sous-occupation structurelle, comme l'appelle l'INSEE, qui est extrêmement important, notamment chez les propriétaires occupants. Du périurbain. Donc on a des espaces sur lesquels on voit bien qu'on peut ramener de l'usage, on peut ramener des mobilités douces, on peut mailler, mais il peut se retravailler de façon extrêmement intéressante. Les villes moyennes sont aussi en concurrence avec leur périphérie, ce qui est une aberration crasse. Donc là on a aussi d'autres enjeux de coordination, et puis le rural aussi est concerné. Il faut savoir qu'on a un quart de la consommation de sol, la consommation foncière en France, pour des usages d'habitat qui a lieu dans des communes qui perdent des habitants. C'est pour ça qu'on parle d'étalement urbain, il y a une notion d'inefficacité, et aujourd'hui, même la ville qui perd des habitants continue de consommer du sol pour en accueillir. Donc on a un développement de logements vacants et en même temps de l'étalement. Bon, clairement on mâche sur la tête et il est temps. Je pense que là peut-être c'est ça qu'on va comprendre avec un des enseignements de la crise, c'est cette prise de conscience de nos fragilités et de la nécessité aussi d'avancer. Qu'est-ce qui manque pour que ce modèle devienne modèle, justement? On parlait tout à l'heure de passage à l'échelle. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se décide pour que ce modèle tel que vous nous le décrivez d'urbanisme circulaire devienne la norme? Alors, pas des changements réglementaires. On a l'habitude en France d'accuser le législateur ou l'assureur ou le contrôleur technique ou l'architecte des bâtiments de France. Voilà, il y a toujours une bonne raison pour que ce soit pas possible. Je dis pas qu'il n'y a pas de changements réglementaires ou fiscaux qui sont nécessaires. Cette culture de l'étalement, elle est inscrite dans le droit, dans notre législation, dans notre réglementation fiscale depuis les années 70. Elle est liée aux 30 Glorieuses. Voilà, le développement est associé à l'étalement à la croissance de la ville et tout ça est inscrit dans le droit. Donc oui, il y a des ajustements là-dessus, mais surtout il y a des changements culturels qui sont importants. Moi aujourd'hui, j'identifie 3 pôles. Le premier, c'est la question de la connaissance. On a des ressources et des potentiels qui sont, je disais tout à l'heure, qui sont inconnus. On connaît pas le taux d'usage de nos bureaux, on connaît pas les densités réelles sur le périurbain, etc., etc. On a énormément de potentiel qu'on ne voit pas puisqu'on n'est pas allé les chercher. Connaissance.
Deuxième élément qui est souvent nié, notamment par les grandes réflexions réglementaires, c'est la question de la compétence. Faire la ville sur la ville, c'est plus complexe. C'est travailler du bâti, du déjà bâti, du pollué. C'est travailler de l'habité. On a des voisins, on a un contexte qui est beaucoup plus sensible. Il faut qu'on forme des acteurs de tout niveau à cet exercice qui est plus compliqué. Et globalement, l'idée, c'est plutôt de passer à l'échelle, de massifier des formes d'artisanat, parce qu'on ne sera pas industrialisé comme on l'a fait la construction en neuf en périphérie. Et il y a bien une lutte entre des modèles différents là-dessus qui est en train de s'établir. Il faut qu'on monte collectivement en compétence sur ces questions-là. Et puis le troisième élément, c'est la question de l'organisation des processus de projet sur lequel on retrouve les organisations, notamment les collectivités, mais aussi les organisations privées et leur mode de relation. Ils retrouvent tous ces enjeux de transition, de collaboration, tout en maintenant des formes de compétition, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait système de façon à avancer collectivement vers une transition de cette fabrique. Donc il y a beaucoup d'enjeux, mais en même temps, il y a plein de gens qui le font déjà. Donc c'est possible. Donc pour moi, le levier principal, c'est d'aller voir ceux qui font, voir ce qui marche pas, et de diffuser tout ça. Et d'avoir effectivement un besoin de connaissances et de données, ça je l'ai bien noté. Vivre la ville, c'est aussi se déplacer évidemment dans la ville, l'étalement urbain structuré autour de la mobilité automobile, un modèle qui a quand même montré ses limites. Vous vous dites que l'unité de la ville, c'est le mètre carré et non pas le kilomètre heure sur ce domaine justement de la mobilité, qui est le cœur de notre raison de se parler aujourd'hui. Quel est pour vous le principal enjeu ou la principale priorité sur cette question des déplacements? La question, c'est de sortir. Pour moi, la principale question, c'est de sortir de la question de l'engin pour se concentrer sur le besoin finalement. Donc moins l'offre et plus travailler le besoin. On a montré là que finalement, on arrivait avec le télétravail à s'épargner un certain nombre de mobilités qui étaient des mobilités contraintes sur le domicile travail. Finalement. Ça a marché, pas partout, pas tout le temps, etc. Mais on voit bien qu'on peut réduire aussi la demande. On a aussi travaillé sur la demande quand on a commencé à se poser la question des pics de fréquentation des transports en commun. Donc plutôt que d'investir ou de travailler sur une organisation des transports en commun, donc des infrastructures urbaines, en fonction des pics de demande, on se dit on va peut-être réguler les pics. Alors ça fait longtemps qu'on le dit, mais on voit que sous la contrainte on le fait, c'est quand même plutôt intéressant. Après dans la ville existante, très clairement, oui en effet, la donnée contrainte, la chose qu'on ne sait pas étendre, qu'on ne sait pas travailler, c'est les surfaces. Donc le débat sur la voiture électrique, etc., est très clairement un faux débat. Aujourd'hui, la voiture, quelle que soit sa motorisation, pour le déplacement urbain, c'est-à-dire l'essentiel des mobilités, des mobilités courtes, non pas dans les centres-villes denses de Paris, mais dans un tissu urbain classique. En fait, la voiture est relativement inadaptée parce qu'elle est inefficace spatialement. Elle consomme beaucoup d'espace. Preuve en est les embouteillages. On fait passer finalement peu de monde sur beaucoup d'espace. Voilà. Et donc là, on se retrouve confronté à ça, évidemment, avec cette question de la distanciation physique. Mais on était déjà confronté à ça, au fait que finalement, on attribuait une partie importante de l'espace public, de la rue, à un type de mobilité qui est extrêmement consommateur et finalement très peu efficace d'un point de vue spatial. Donc la voiture est très adaptée pour faire de l'interurbain, là quand il n'y a pas de train, mais globalement ce qu'elle sait très bien faire, c'est transporter à 130 km 500 ou 700 kg de charge utile. Sauf que le quotidien de l'usage de la voiture, c'est pas ça. C'est moins de 5 km et c'est 70 kg. C'est la personne qui conduit globalement. Donc ça colle assez bien finalement avec d'autres usages que sont la marche et le vélo notamment. Et les nouveaux usages donc de cette ville selon l'urbanisme circulaire et votre manifeste. Merci beaucoup Sylvain Grisot. Merci à vous.
Merci d'avoir passé du temps avec nous. Désolé pour les contraintes du télétravail qui imposent parfois un son un peu étrange. Merci en tout cas d'avoir exploré pour nous cette urbanité post-Covid. Prochaine exploration très bientôt dans un nouveau numéro de Kilomètre Zéro.